matinée. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel Laridi nous rejoint. Amel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ça va, oui. Alhamdoulilah. Alors, Amel, aujourd'hui, nous sommes le 12. Nous sommes à quelques jours de la célébration de la journée du savoir. Le 16 avril. Le 16 avril, donc, qui correspond avec donc, le décès d'Abdelhamid Ibn Badis, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc c'est une célébration de la journée nationale du savoir. Et bien, notre ami Ahmed Ghaliga Hassen reviendra dans sa rubrique sur cette journée et tout ce qui tourne donc autour de cette journée. Et aussi, nous parlerons toujours dans notre créneau donc, qui est dédié à l'emploi. Alors, Amel, à chaque fois, quand on parle d'entretien d'embauche, on s'intéresse toujours aux candidats. Oui. Donc, il faut que tu t'habilles correctement, oui. il faut que tu aies des informations sur l'entreprise, il faut bien se préparer. Culture générale aussi. Hein. Culture générale, effectivement. C'est important. Donc, finalement, beaucoup de préparation. On parle beaucoup du candidat, des différentes erreurs que le candidat ne doit pas faire. Mais est-ce que le recruteur, lui, il a des recommandations, finalement? Ça, on ne sait pas. Effectivement, donc c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, quelles sont aussi du côté du recruteur les erreurs à ne pas faire pour préserver un peu l'image déjà de la société et pouvoir avoir les meilleurs profils? Et ben, c'est une question à laquelle notre ami Yassine Yalla répondra. Et nous parlerons de cinéma, le film Frantz Fanon, donc qui est sorti dans nos salles de cinéma il y a quelques semaines. C'est donc un film qui revient sur la vie, le parcours et le sacrifice aussi donc du grand psychiatre, psychanalyste Frantz Fanon. Et c'est Nabil Kitouni qui va s'intéresser à ce film dans sa rubrique cinéma. Et aussi, exceptionnellement aujourd'hui, Fella Bennour sera parmi nous, une très belle rencontre qu'elle nous propose comme à chaque fois. Donc ce sera un bioinformaticien qu'elle va nous présenter dans sa rubrique aujourd'hui. Jalia DZ, voilà, effectivement. Et nous terminerons l'émission comme chaque samedi en compagnie de notre amie Mina Ziri, elle qui va recevoir donc cette fois-ci l'association, donc des membres de l'association Espoir, une association qui fait beaucoup de travail sur le terrain, mais aussi elle recevra, excusez-moi, un artiste. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, on a eu quelques petites pluies ce matin. Quelques gouttelettes, hein, franchement. Hein. Quelques gouttelettes, le temps plutôt brumeux, plutôt lourd. C'est un temps lourd, nuageux. Ça va continuer durant la journée? Oui. Ah, malheureusement. Malheureusement, oui. Malheureusement. C'était le cas d'ailleurs hier, la journée. La nuit, il a fait chaud quand même. Mais il y a eu des vents. Oui. Il y a eu beaucoup de vent. Comme un sirocco, oui. Voilà, effectivement, mais des vents plutôt chauds. Ça va continuer donc aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Je vous donne un peu plus de détails? Allons-y. Certainement. Allez, ça sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc il va faire aussi chaud qu'hier, finalement? Pas aussi chaud, mais toujours est-il, il fait chaud. Il fera chaud quand même. Quand même, il faut faire attention et on aura quand même ce temps lourd. Ah oui, toute la journée, malheureusement. Malheureusement. Tout ce qu'on a. Après, c'est le mois d'avril, c'est la saison. Ah ouais, c'est le mois des fous. Hein. Voilà, effectivement. Un peu plus de détails, Amel. Allons-y. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel passagèrement nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord qu'on peut voir sur la carte. Et ces nuages vont donner des pluies sous forme d'averses orageuses près des côtes et les régions intérieures de l'ouest, également le centre-ouest. Par contre, ces pluies, eh bien, elles seront plus fréquentes, mais en soirée vers ces régions. À noter des foyers orageux sur les régions de l'est, aussi des vents forts sur le haut plateau ouest qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension, quelques gouttelettes aussi sur le centre. Mais ces pluies, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles seront plus fréquentes en fin de journée, soirée, vers les régions côtières ouest et centre-ouest. La moitié sud, eh bien, excepté les passages nuageux vers le sud-ouest, plus exactement Tindouf, le Bécharois, eh bien, ces nuages vont donner des pluies sous forme d'averses orageuses et ces pluies sont aussi localement assez marquées, mais en soirée vers le Bécharois avec toujours des vents forts qui vont engendrer des semences de sable, bien sûr, avant l'arrivée
et de la pluie. Partout ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront hors saison. Le maximum cette fois-ci du côté de Guelma, 33 degrés, 31 Tizi Ouzou, 32 Sétif, également Constantine, 31 à Batna, 28 à Djelfa, 25 à Albayad, 27 à Alger, également Tlemcen, 24 à Oran, 30 degrés à Relizane, au sud 28 degrés à Béchar, 27 à Tindouf, avec l'arrivée de la perturbation, donc les températures vont baisser, 37 à Gardaya, 39 Biskra, également Ingzen, 31 à Tamanrasset et Janet, 40 degrés à Adrar, 41 à Insalah et 42 degrés le maximum à Borj Beji Mukhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est. Des vents faibles sur les côtes centre jusqu'à 20 km/h et les vents seront variables. 30 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur est et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents sont de secteur nord-est. Un petit voyage vers l'Amérique du Nord cette fois-ci, avec un ciel nuageux vers vers Montréal, pardon, et quelques pluies prévues à Washington et New York, un temps dégagé à Dallas, Mexico, Miami, des passages nuageux en Californie et peu nuageux à Vancouver. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 6 degrés seulement à New York, 9 à Vancouver, 12 à Montréal, 10 à Washington, 24 en Californie, également Mexico, et le maximum cette fois-ci à Dallas et Miami avec 26 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Donc on notera, Amel, un temps plutôt lourd, mais des Exactement. températures qui ont quand même un petit peu baissé Par rapport à hier, mais toujours aussi élevé, mais comme Relizane par exemple, on a eu 38 On se hier. rappellera des 38 Voilà. hier. Aujourd'hui donc, 30, donc 8 degrés de moins, c'est énorme. Hein. c'est énorme. Hein. Ah oui, oui, Finalement, c'est justement... C'est un effet yo-yo. Voilà, c'est, ça descend, ça monte, ça descend. C'est justement ce genre de fluctuation Ah oui, qui... oui. Faut faire très attention, oui. Voilà. On passe Mais pas, on passe pas à côté hein, des oui. grippes, n'est-ce pas? Ah oui, oui, surtout en Voilà. ce moment, oui. Ça y va. Voilà, effectivement. Faites Mais très quand même, il attention. faut profiter de la journée. Bah oui, hein, ça n'empêche Avec un pas. temps Hein. lourd, mais ça reste quand même... Il fait bon. Exact. Alors, si jamais, par exemple, vous êtes du côté de l'est d'Alger, de l'est de l'Algérie, du Algérie, côté de Annaba, du côté de Taref, pourquoi ne pas aller faire, par exemple, un petit tour au niveau de lac Tanga, pardon. Vous savez, l'image là que nous avons derrière. juste derrière. Ah oui. Le choix donc de notre ami réalisateur Clémou. Aujourd'hui, on rappelle le lac Tanga, c'est une zone humide classée Ramsar. Voilà, donc beaucoup de choses à voir. Exactement, c'est très beau. Hein. Voilà, bah, pourquoi pas. Magnifique. Là, d'ailleurs, il y a un banc là-bas. Eh ben voilà, pour bien contempler, Ah oui, le pour bien lac. contempler le paysage. En tout cas, il fait très bon Exactement. là-bas. Hein. C'est agréable toujours de visiter. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, pour tous ces détails. On te retrouve tout à l'heure pour midi. journal visite du midi, après 19 19h. heures. Et demain, à partir de avec 8h, Amel Olmi. en compagnie de notre ami Amel Almi. Merci beaucoup, Amel. moi Allez, à qui tout vous à l'heure. Et grosse pensée ce matin à nos sœurs, à nos frères, les Palestiniens, à travers cette chanson de Samir Fares. Et on se retrouve juste après.
Sur le plateau et cette fois-ci donc notre ami Ahmed Grigassem nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. صباح الخير عليكم. على سلامتك. الله يسلمك يعيشك. Avec un tout petit peu de retard. صحة عيدكم. عيدك مبارك, تعيد بالصحة والهنا. ربي الجميع ربي يغفر الجميع إن شاء الله بصحة والهنا. Alors aujourd'hui, Ahmed, on va s'intéresser à une date quand même symbolique, voilà, qui nous marque tous. Dans 4 jours, nous allons célébrer la journée nationale donc, du savoir. Du savoir, exactement. Alors, il faut dire que c'est une journée du savoir. C'est une journée, apparemment l'initiateur c'était Cheikh El-Bachir Ibrahimi. Donc, juste après l'indépendance, elle a été décrétée comme journée du savoir, je pense en 63-64. Donc, ils ont choisi le 16 avril, c'était la date du décès de Cheikh Ahmed Ibn Badis. Mais ils ont généralisé le concept, donc il n'y a pas qu'Ibn Badis, bien sûr, c'est le savoir. Et c'est bien, donc ça nous fait un peu un petit arrêt, une halte, donc pour revenir, penser qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut, de quoi il s'agit. Et là, de plus en plus, on voit l'importance du savoir et surtout des techniques et de la technologie dans toutes les sociétés. Maintenant, on a vu avec tout ce qui se passe, les rapports de force qu'il y a, c'est la technologie qui fait qui sépare les gens. Donc, ou bien on l'a, ou bien on ne l'a pas. Donc, on l'a, on est fort, on ne l'a pas, on est... Et maintenant, donc, ça devient très possible avec tous les développements, avec notamment l'intelligence artificielle. Donc, les gaps sont en train de se raccourcir, mais il faut être bien sûr prêt et se donner les outils et les instruments pour être capable de comprendre et d'être capable d'utiliser aussi. Donc, pour revenir à Ibn Badis, bien sûr, Ibn Badis, c'est une personnalité très importante et c'est une icône en Algérie. Qui ne connaît pas Ibn Badis, avec notamment la photo avec le salut des scouts, parce qu'il a aussi une histoire avec les scouts, donc le premier groupe initié par Bourras, donc il a été initié après une concertation avec Abdelhamid Ibn Badis. Donc, il a aussi une histoire avec les réseaux d'écoles en Algérie, avec l'enseignement des indigènes, comme on l'était, il ne faut jamais l'oublier. Donc, et c'est un travail de longue haleine qu'il a fait. Donc, il a payé donc, de sa vie parce qu'il est mort très jeune, à 51 ans, donc, épuisé pratiquement, parce qu'il avait une carte, un abonnement dans les chemins de fer à l'époque. Donc, il n'arrêtait pas de se déplacer. Quand il était à Constantine, donc il était à la mosquée Sidi El-Khadar, il enseignait depuis le Fajr jusqu'à après l'Isha. Donc il enseigne aux plus petits jusqu'aux plus grands. Donc même il a un dars entre le Maghreb et l'Isha pour l'ensemble de la communauté. Donc, sinon, et donc de là, c'est une photo ici à Alger, donc Madras Chabiba, on voit les deux flèches, Cheikh Taïb El-Uqbi, Cheikh Ben Badis, et au milieu, on a Sayyida Shama et sa sœur et tous les petits. Donc c'est une masrahiyya, c'est une pièce de théâtre qu'ils avaient organisée. Donc là, pour dire un peu qu'il était... là, on ne le cherche pas, on le trouve, Ben Badis. Et aussi, il faisait aussi l'unanimité dans toutes les gens du culte, les gens qui s'intéressaient à la religion. Donc, chez les muslihins, les réformistes, donc notamment Cheikh Taïb El-Uqbi, Bachir Ibrahim, etc. Donc il était bien vu. Chez les traditionalistes, donc les gens qui étaient dans le soufisme, qui étaient dans le zawiya, parce que lui-même, il était un enfant de zawiya. Donc il était aussi rahmani. Et là, on le voit avec notamment Cheikh Zawiya al-Mukhtariya, donc assis, et Cheikh Ben Badis au milieu. Et l'autre, Cheikh le Bid, je crois, ou le Bidi, mais je ne connais pas. Donc, il doit être aussi dans une... On le trouve avec eux. Donc, c'est un gars qui a fait l'unanimité. Du coup, le moment où ils ont décidé de créer l'association des ulama, à la première assemblée, donc l'assemblée, donc au jour de l'assemblée générale, il était absent. Le premier jour. Il les a rejoints que le lendemain ou après 2 jours. Mais quand ils ont décidé de choisir le président, il a été choisi à l'unanimité. Donc il faisait à chaque fois, parce qu'il avait une personnalité apparemment qui était très calme, très affable. Donc il était pondéré exactement pour réconcilier, pour regrouper. Il avait un leadership naturel. Il n'était pas dans l'exclusion, il n'était pas... dans son langage n'était pas virulent, donc c'est pour ça qu'il faisait. Et là, parce qu'il a eu quand même une éducation religieuse
très soufi, donc il était rahmani comme lui et sa famille. Là, on le voit dans une oasis au sud, je ne sais pas si c'est à Biskra ou à droite, je ne sais pas, mais là, on le voit donc prendre une photo. Il y a une photo de lui aussi avec Tawfiq al-Madani. Tawfiq al-Madani, c'est un peu l'image moderniste, progressiste de Jami'at al-Ulama, parce que lui, il a étudié, il connaissait le français, donc il était entre tout. Élément fédérateur. Exactement, et c'est tout à fait. Mais et ce qu'il a fait, le rôle qu'il a joué. Et là, on le voit avec ses deux amis, donc à droite, Cheikh Taïb al-Urbi, donc à notre droite, Cheikh Taïb al-Urbi, et à notre gauche, Cheikh al-Bachir al-Ibrahimi. Là, lui, il est au milieu. Donc, et c'est le bonhomme. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Cheikh Abdelhamid bin Badis est né ex nihilo? Est-ce que c'est donc du coup, paf, on a eu un pic de dirac comme ça et il y a eu Cheikh Abdelhamid bin Badis? Non, c'est pas vrai, parce que là on voit une autre photo avec Taïb al-Urbi, mais là on va voir un peu l'origine de Cheikh Abdelhamid bin Badis, c'est Cheikh al-Medjawi. Donc Cheikh al-Medjawi, quand il a rejoint Constantine, donc lui qui était tlemcenien, qui s'est exilé, donc très jeune il est rentré, il s'est installé à Constantine, donc il arrive à Constantine après l'occupation française, la destruction, les incendies, donc tout a été ébranlé, donc la classe, l'élite a été pratiquement laminée, donc c'est lui qui a relancé l'enseignement à Constantine. Là on le voit avec Ahmed Tawfiq al-Madani. Donc, Cheikh al-Medjawi, quand il s'est installé, il a commencé à former. Il a formé presque 1 millier d'étudiants dans tout le Constantinois. Et pour l'isoler... On rappelle la conjoncture de l'époque aussi. Exactement. Et il s'est installé à la mosquée Jama' al-Asr, la mosquée de Jama' al-Ktani, Sahat al-Asr, donc la mosquée construite par Salih Bey, Allah rahmou. Donc il a enseigné pendant quelques années, juste quand l'occupation française avait vu l'impact qu'il avait sur la société, ils ont décidé d'essayer de le récupérer. Donc ils lui ont demandé... Ça c'est le Mandoum al-Rahmaniya, fil A'mal al-Shar'iyya, donc c'est un poème soufi de la Tariqa al-Rahmaniya de Cheikh Abdelrahman Bechtazi, qui a été publié par Cheikh Abdelhamid bin Badis sur la demande de Cheikh Tariqa al-Rahmaniya de Constantine. Donc pour dire un peu les liens qu'il avait avec la Rahmaniya, c'était des liens vraiment existants, familiaux, j'allais dire organiques même. Donc il était... Puis par la suite, bon, il s'est un peu démarqué, mais on sait que par exemple Cheikh Abdelhamid bin Badis accompagne... Ah, ça c'est son maître, Cheikh al-Mouloud bin Mouhoub, le grand mufti de Constantine. Donc c'est lui qui lui a enseigné, donc il a été formé, initié, il a été formé parce qu'il était à la fois mufti, il était enseignant à la Médersa et il était mudarris à Jama' al-Kibir. Donc Ben Badis il a étudié chez lui. Et le Mouloud bin Mouhoub, c'est le pur produit de Cheikh al-Medjawi dont on parlait tout à l'heure. Donc entre Ben Badis et le Medjawi, il y a une classe. Donc on a le Mouloud bin Mouhoub, on a Hamdan al-Wunisi, on a le Habibatni, on a le Bououni, on a donc un tas de noms. Donc j'avais dit qu'il a formé 1 millier d'étudiants et c'est peut-être plus. Lui, c'est Cheikh Abdelkader al-Medjawi. Donc, il a vraiment consacré sa vie à l'enseignement. Donc, il était à Constantine, il y a enseigné une trentaine d'années. 1896, on lui demande de quitter Constantine pour venir s'installer à Alger, pour l'isoler un peu. Donc, il vient à Alger, il commence à enseigner à la Médersa. Tout de suite, il reprend l'enseignement dans les mosquées, Jama' Sidi Ramadan, Jama' Safir, etc. Il a enseigné partout. Mais chaque année, il revenait à Constantine, sûrement parce qu'il a gardé des liens, il allait quand même aussi enseigner. Donc il est décédé en 1914. Ça, c'est le Medjawi. Et le Cheikh bin Badis, donc il n'est pas venu comme ça, donc c'est le pur produit de le Medjawi et de la classe. Il n'y avait pas que le Medjawi aussi, il y avait Cheikh Salih Ben Mhenna qui était revenu, il y avait le père de Mouloud bin Mouhoub qui est parti étudier aussi, je crois, en Égypte, Al-Azhar, il est revenu aussi à la même période. Donc ils ont vraiment recréé l'élite religieuse, une élite religieuse, intellectuelle, littéraire à Constantine et dans toute l'Algérie pour relancer, pour voir par la suite la génération d'Abdelhamid bin Badis faire ce qu'elle a fait. Et pour voir, bien sûr, tout de suite après, 20 ans après, on a vu la révolution et puis le recouvrement de l'indépendance. Donc, c'est ça, un peu, pour essayer de comprendre. Et puis, il y a eu, donc, c'est lui l'un des premiers aussi à lancer la presse.
donc les journaux. Et là, on voit, donc tu as entre les mains aussi le livre. C'est l'un des livres que j'ai eu le plus de plaisir à prendre entre mes mains parce que c'est la publication du carnet d'études de Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Donc ce qu'on voit, c'est une ijaza qui lui a été donnée par l'un de ses maîtres en Tunisie, à Jama' Zaytouna. Donc, et là, donc, dans ce livre, on a tout le carnet, donc les notes, les observations de ses maîtres, et puis l'ijaza à la fin, ce qu'il a étudié comme matière, donc les manuels qu'ils utilisaient dans leurs études. Donc, ça nous donne aussi, parce que ça a tardé à venir. Je crois que le livre a été publié en 2009-2010. Donc, on l'a attendu 70 ans pour avoir un tel document. Il est merveilleux aussi, ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce genre de documents qui font l'histoire. Donc là, on comprend. Pour te dire, pour l'anecdote... C'est ici que nous avons l'ijazat, c'est ça? C'est ça l'ijazat, exactement. On a à droite, c'est l'ijazat de son maître Sherif Ben Saïd al-Muqrani, et de l'autre côté, c'est un de ses maîtres, Mohamed Ben Youssef al-Hanafi. Donc, et puis, il est parti aussi en 1913, il a fait aussi l'Égypte. Donc, il a rejoint son maître Hamdan al-Ounisi à Médine, qui lui a conseillé de rentrer en Algérie et de ne pas partir. Donc, c'est lui qui l'a poussé à revenir. Il est revenu et puis il a fait tout ce qu'il a fait. Donc, bon, bien sûr, on ne va jamais le dire assez, il n'a pas été seul. Oui. C'est un travail de groupe, donc il l'a fait avec plein d'amis et il a formé beaucoup de gens, Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Donc bien sûr il y avait aussi les autres parce que donc il y a eu la presse. Oui, justement, par rapport à la presse, je voulais te relancer par rapport à l'une des premières revues qui ont été éditées, notamment Shihab, par exemple. Shihab, je crois que c'est la troisième ou la quatrième. La première, c'était, je crois, le Muntaqid. Oui. Je crois que c'était le Muntaqid, je crois que c'est ça. Mais les revues, bon, c'était des revues, des journaux comme ça, hebdomadaires. Il y a certains qui ont duré très peu, donc quelques mois. Celle qui a duré le plus, c'était le Basaer, Shihab aussi. Donc, Shihab et Basaer, c'est celles qui ont duré le plus. Et de là, on a, par exemple, de ces travaux, on n'en garde que très peu. Par exemple, des dictées, il a une dictée Ilm al-Aqida, l'Aqaïd Islamia, il a une dictée Ilm al-Usul, je crois. Et il a aussi ses articles sur tafsir, des articles commentaires de hadith. Donc, ses élèves les ont par la suite regroupés, ils en ont fait des collections comme ça qu'ils ont publiées séparément. Mais à la base, toute sa vie, c'est les articles. Et des fois, on se pose parce que il voyageait la nuit, donc pour arriver dans un coin, mais donc il va visiter les gens pendant toute la journée. Pendant toute la journée, c'est des haltes, donc à chaque fois, il fait un dars aussi. Donc il est reçu dans une mosquée, dans une zawiya, il fait un dars, il parle aux gens, il discute. La nuit, donc il prend le train. Et il rédige l'article pour le lendemain, donc qu'il envoie du premier arrêt, dès qu'il arrive, il passe à la poste, il envoie l'article donc à Constantine pour être publié, ou c'est des comptes rendus, ou bien c'est quelque chose qui concerne l'actualité. Et puis donc c'est bis repetita, donc il était là. Dès qu'il arrive à Constantine, c'est l'enseignement, donc il enseigne toute la journée. Il y a deux anecdotes très personnelles qui sont contées. Par exemple, quand il a terminé ses études à Jama' Zaytouna, il est rentré chez lui en 1913. Il arrive, il frappe à la porte, c'est son père qui ouvre, Cheikh Mustafa. Donc il lui ouvre la porte, il rentre, donc il sallam ala babah, j'imagine, donc l'accolade, etc. Puis le père demande à la maman, il l'interpelle comme ça, Zagharti ala oulidik warja alim min Tunis. Donc fais des youyou pour ton fils, qu'il revient un grand alim de Tunis. Grand savant. Et donc Cheikh Abdelhamid Ben Badis, quand il a raconté ça à ses élèves, il leur dit, j'ai encore le youyou de ma maman qui retentit dans mon oreille. Donc ça vraiment, donc ça doit être un youyou extraordinaire. Puis toutes les voisines se ramènent, donc ils ramènent le halwa, etc. Donc ça doit être la grande
différentes fiestas. Un autre fait qui est tout aussi marquant dans la vie d'Ibn Badis, c'est le jour où il a perdu son fils. Il a eu un fils et il avait, je crois qu'il avait 13 ans. Donc il est parti dans la ferme de son grand-père, il a pris le fusil de chasse et par accident, il s'est tiré osement, donc il a perdu la vie. Il était en plein cours quand il enseignait, ils lui ont ramené l'information, ils l'ont informé, voilà ton fils. Il a terminé le cours. Et puis quand il a terminé, donc les élèves ont commencé à partir, il commence à pleurer, donc à chaudes larmes, mais en silence. Donc son élève qui raconte ça, il dit qu'il a eu toute sa barbe mouillée. Donc, exactement de ces larmes, mais il a pu se contrôler, se contenir jusqu'à la fin, parce que bon, c'est un degré de sagesse très élevé, de soi, effectivement. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. D'être revenu sur. Merci, effectivement. Bonne fête à tous. Et justement, dans un petit moment, Fela Bennour, notre amie, comme je le disais en début d'émission, elle va nous faire rencontrer ou elle va nous faire découvrir une personnalité, d'ailleurs, qui fait beaucoup pour la propagation du savoir. Et paraît-il, c'est une personne qui a vécu une émotion presque pareille avec sa maman. Probablement, là reviendra sur cet instant-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ahmed, on se retrouve samedi prochain. Oui, voilà, samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue. Donc, dans un petit moment, comme je vous le disais, nous allons retrouver notre ami Fela Bennour ainsi que son invité. Mais avant cela, nous vous proposons cette visite guidée donc au niveau du Centre de développement des technologies avancées. Et c'est notre ami Hamid Rebouh qui nous y emmène dans ce reportage. Pour l'Algérie, l'électronique a toujours revêtu une importance capitale, aussi bien pour son décollage économique que pour l'émancipation socio-culturelle de la population. Parler de l'électronique, c'est parler des technologies avancées, des technologies qui maîtrisent la conception et la fabrication des puces électroniques, ces circuits intégrés qui regroupent plusieurs autres composants, notamment des résistances, des condensateurs et transistors sur une seule petite plaque. Ce domaine spécifique fait partie des activités du Centre de développement des technologies avancées, CDTA. Ce centre mène également des recherches dans différents domaines, notamment la robotique, les lasers, l'optique et en microélectronique. L'activité principale de la division microélectronique, c'est la conception des circuits intégrés, que ce soit à l'échelle sur FPGA ou sur ASIC. ASIC, c'est-à-dire sur silicium. Donc la division actuellement comporte 6 équipes de recherche. Ce centre recèle un potentiel d'expertise et de savoir-faire riche de 40 ans d'activité. Plusieurs domaines d'impact sont ciblés par le plan de charge scientifique et technologique en cours au centre, à savoir la santé, l'énergie, l'environnement, l'eau, l'agriculture, les travaux publics, l'industrie et le numérique. Cette infrastructure est basée sur tout ce qui est relié avec la conception de circuits intégrés, utilisant les technologies microélectroniques et nanotechnologies. Donc le but initial, c'est de concevoir des circuits intégrés chips en utilisant différents outils de conception en microélectronique et nanotechnologie. Donc il y a plusieurs phases de conception de ce circuit intégré. Et ces phases, la composition de la puce, génère différentes équipes de développement de ce circuit intégré. Donc ce design Silicon Loud, c'est un espace à partager à tous les étudiants, les enseignants, les chercheurs et même en futur aux startups qui veulent impliquer ce type de technologie avancée en conception microélectronique en permettant un accès en cloud de ces infrastructures telles que les outils de conception, les technologies, les émulateurs, etc. Donc un espace ouvert à tous les personnes académiques et recherche à travers l'Algérie. Le CDTA entend faire bénéficier le secteur économique des avancées accomplies. Ce centre contribue aussi à la formation,
par et pour la recherche et assure la formation continue, le recyclage et le perfectionnement du personnel de la recherche. Le projet de la conception de la puce électronique RFID pour le service estudiantin donc, est basé sur la conception des plusieurs parties. L'une des parties, c'est la conception analogique, donc qui communique avec une partie également digitale et une partie mémoire où on stocke l'information. Maintenant, la conception donc, microélectronique, elle est également démocratisée. On peut trouver des moyens de conception donc, qui sont libres. Donc, ils peuvent être utilisés même au niveau des universités pour la formation. Pour cela, donc, au niveau de ce IC Design Lab, donc, on reçoit des étudiants de la plupart des universités. Donc, à titre d'exemple, il y a 2 jours, j'ai reçu un étudiant de l'école polytechnique d'Oran, donc pour lui inculquer un peu ou l'initier dans le domaine de la conception, donc moyennant des outils open source et pouvoir créer des liens avec les autres universités et écoles de l'enseignement supérieur. Ce centre vise à la maîtrise des technologies de pointe, la transformation du savoir en savoir-faire, la veille scientifique et technologique ainsi que la conception d'équipements à valeur ajoutée. Cet événement marque une avancée historique pour l'Algérie qui intègre désormais des technologies de pointe dans son tissu économique et renforce sa capacité en recherche appliquée dans des secteurs stratégiques. Voilà, c'était donc une visite guidée du côté du centre de développement donc des technologies avancées. C'était un reportage signé Hamid Rbouh. Et à présent, exceptionnellement pour aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Fella Benour et qui reçoit pour aujourd'hui un professeur donc, dans le domaine de la bioinformatique et ce sera juste après cela. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ravi de partager exceptionnellement ce samedi avec vous. Il n'était pas question de rater le passage par Alger de notre invité. J'ai l'honneur de vous présenter le professeur Touati Benoukraf. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir dans cet espace qui est le vôtre aussi et de tous nos compatriotes établis à l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Voilà. Donc, pour vous présenter, vous êtes spécialiste en bioinformatique et génomique, c'est ça? Oui, je c'est ça. ne me trompe pas. Installé au Canada, vous êtes passé par le Singapour, la France d'abord, oui. Singapour, et installé actuellement au Canada dans un grand centre de recherche. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu ce que c'est qu'être bioinformaticien? La bioinformatique est un domaine multidisciplinaire. Donc c'est un domaine en fait qui allie les mathématiques, l'informatique, la biologie et la médecine. Si je veux faire simple, la bioinformatique, c'est gérer et comprendre l'information biologique et génétique. Donc on a aujourd'hui, on sait, 3 milliards de paires de bases qui constituent l'ADN. Donc notre ADN est constitué d'un dictionnaire de 3 milliards de lettres. Dans ce dictionnaire-là, on a des mots qui sont en fait les gènes, et toute une partie, ce qu'on appelle non codante. Donc si on veut faire par exemple l'assimilation à un livre de recettes, c'est comment en fait fabriquer les différents tissus, les différents organes. Donc 2% de cet alphabet vont coder pour tout ce qui est ingrédients, et 90% de cet alphabet va coder pour comment utiliser ces ingrédients pour fabriquer l'ensemble de notre corps. Donc la bioinformatique ici sert à essayer de déchiffrer, de comprendre toute cette information et faire en sorte de voir comment une pathologie peut naître d'une dérégulation de cette information. Ce qui explique le lien avec les recherches dans le domaine
du cancer et l'Alzheimer notamment. Exactement. Donc, donc je travaille dans deux domaines principaux, donc la maladie d'Alzheimer, comme vous venez de le dire, et le cancer. Et en général, donc, ces maladies-là interviennent lorsqu'il y a une dérégulation de cette information génétique. Avant de revenir en détail sur ce que vous faites, professeur, on va un petit peu revenir vers votre histoire familiale. Donc vous êtes né en France. Oui. Vous avez grandi, fait vos études là-bas. Et les études, c'est la maman qui vous a poussé dans cette direction. Donc vous avez fait votre premier voyage à l'âge de 13 ans grâce à elle d'ailleurs, et vous avez gardé un dictionnaire qu'elle vous a laissé, avec ses notes d'ailleurs. Parce que quand elle cherchait un mot, c'est ce que vous m'avez dit, quand elle cherchait un mot dans le dictionnaire, elle écrivait le sens pour mieux comprendre le sens et la nuance du mot. Oui, donc au départ, ma mère a vécu une grande frustration de ne pas avoir pouvoir pu... Vous êtes originaire de Mostaganem. Mostaganem, c'est ça. Ouais. Donc on est de Mostaganem et de sa wilaya, donc on est vraiment la quasi-totalité de la famille de là-bas. Et elle a eu une grande frustration de ne pas pouvoir avoir poursuivi ses études. Donc elle était lettrée, elle parlait français, elle écrivait le français et l'arabe parfaitement. Et elle a voulu en fait transmettre le savoir à ses enfants, donc à ma sœur et à moi, et faire en sorte en fait qu'on ne vive pas la frustration qu'elle a eue quand elle était jeune. Donc elle a eu cœur à comprendre la langue et le sens des mots. Et lorsque nous étions en train de regarder la télévision, elle nous forçait jamais en fait à travailler, etc. Elle nous a enseigné par l'exemple. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait un mot qu'elle ne comprenait pas, elle allait et elle le recopiait plusieurs fois. Et elle mettait en fait la note de ce qu'elle venait de recopier entre les pages du dictionnaire. Et on a gardé ce dictionnaire, ma sœur et moi, où il y est en fait à noter, donc c'est un vieux dictionnaire à noter de plein de... Donc c'était pas des post-it, mais de plein de petits morceaux de papier. Et de temps en temps, c'est vrai que lorsqu'on retire, je voyais les mots sur lesquels elle était intéressée, où elle cherchait les définitions. Elle vous poussait à découvrir le monde, à être curieux. Elle, voilà, oui. Pendant qu'elle lisait, vous étiez en train de démonter les appareils. Donc moi, j'étais plutôt passionné par ce qui était électronique. Lorsqu'il y avait quelque chose à réparer dans la maison, elle me faisait confiance, même si, et c'était ça en fait qui était magique, même si le matériel coûtait cher, elle m'autorisait à le démonter et elle cherchait et à essayer de le comprendre. Donc au départ, je réparais rien, je cassais plus que je réparais, mais au fur et à mesure, j'ai réparé le magnétoscope de la maison, j'ai installé la parabole pour capter Canal Algérie, et, etc., etc. Vous avez baigné dans les valeurs algériennes, je suppose. On vous a inculqué toutes ces valeurs algériennes. Vous faisiez des allers-retours aussi à Mostaganem. Et la grande frustration, c'est de ne pas comprendre, ne pas parler à votre grand-mère en langue arabe. Mon arrière-grand-mère, oui. Donc oui. La plupart de mes tantes et ma grand-mère comprenaient le français. J'ai eu la chance en fait de comprendre. Alors là, ici dans la photo, on voit ma mère sur notre gauche et ma grand-mère sur notre droite. Et donc oui, une des frustrations... Elle est très belle. Merci. Elles sont toutes les deux très belles. Et donc, une grande frustration que beaucoup d'Algériens de la diaspora ont, c'est en fait ce manque de communication. Donc le fait que on ne parle pas l'arabe, on avait toujours besoin d'un interprète pour pouvoir communiquer avec sa propre famille, et c'est une raison pour laquelle en fait maintenant j'essaie de me rattacher plus à l'Algérie pour pouvoir faire en sorte que mes enfants en fait ne coupent pas le lien avec le pays d'origine. Donc on va revenir vers votre spécialité. Vous avez fait une première thèse à Singapour. Pourquoi Singapour? Alors, une fois que j'ai terminé mes études à Marseille en bioinformatique et génomique, j'ai cherché en fait donc je faisais que de la théorie, c'est-à-dire que je travaillais sur l'analyse et je me suis rendu compte pour bien analyser les choses, pour comprendre comment optimiser les analyses, il fallait savoir en amont comment les données étaient produites et comment les patients en fait venaient.
Et je n'avais pas l'occasion en fait de faire ça en France, c'est-à-dire que j'avais eu une formation purement mathématique et informatique. Et à Singapour, on m'a donné l'opportunité d'apprendre plus dans le laboratoire. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes en bioinformatique, On professeur Touati. n'est pas beaucoup dans le monde, c'est un secteur en fait très demandé. Et la raison pour laquelle en fait on n'est pas beaucoup, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un secteur pluridisciplinaire. Il faut être bon en mathématiques, en informatique et en biologie. Et il n'y a avoir des notions en médecine aussi. Et en médecine, si on veut en fait faire de la bioinformatique pour la médecine, il y a de la bioinformatique pour l'océanographie aujourd'hui, pour plusieurs domaines. Donc dans mon côté à moi, c'est la médecine. Il y a des bioinformaticiens qui sont médecins aussi. Il y a des médecins qui commencent à vouloir comprendre la bioinformatique, et la raison pour laquelle ils veulent plus être ce qu'on appelle en anglais des data providers. Ils veulent plus donner des données, ils veulent essayer de les comprendre. Et lorsque j'étais à Singapour, par exemple, on m'a demandé de former des cliniciens qui envoyaient en fait des échantillons au séquençage, mais ils ne comprenaient pas le résultat du séquençage. Donc ils savaient si c'est positif ou négatif, mais ils ne savaient pas comment en fait les données étaient produites. Et cette nouvelle génération de médecins veulent comprendre comment les données sont analysées. Oui. D'ailleurs, vous étiez dans l'une des universités les plus prestigieuses, la 10e dans le monde, je crois. Aujourd'hui, la National University of Singapore. La National University of Singapore est maintenant classée parmi les 10 meilleurs du monde. Et la faculté de médecine dans laquelle j'exerçais est la première faculté de médecine en Asie. Et vous avez été promu Special Fellow, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire quoi? Donc Special Fellow, c'est une bourse qu'on donne aux jeunes chercheurs pour les attirer et rester. C'est une promotion en fait. Ça m'a permis d'avoir mon premier poste indépendant. Donc cette promotion nous donne une subvention qui nous permet de faire nos propres sujets de recherche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à initier certains projets dans le cancer et dans la programmation, comment analyser les données du séquençage. Le Canada a été une étape aussi importante dans votre parcours. Vous êtes d'ailleurs actuellement dans un grand centre de recherche au Canada, donc, professeur Touati. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, je me suis intéressé à travailler dans le cancer, et notamment dans le cancer du côlon. Donc, je me suis installé à Terre-Neuve, qui est la région du monde dans laquelle il y a le plus de cancer du côlon. J'ai eu la chance en fait d'acquérir en fait la titularisation d'une chaire du Canada de recherche en bioinformatique pour la médecine personnalisée, qui est en fait un honneur qui est donné à certains chercheurs au Canada. Donc c'est une là c'est Alors là, c'était il y a quelques mois, en fait, en février, à Alger. On m'a invité pour un séminaire où j'ai expliqué ce que je faisais au Canada et comment ces connaissances pouvaient être ramenées en Algérie. De toute façon, on va parler de votre activité et votre engagement envers les étudiants algériens, justement. Donc pour le Canada, on va continuer de... donner encore d'autres précisions par rapport au Canada. Ça fait 2 ans que vous êtes là-bas? Non, ça fait maintenant 6 ans que je suis installé au Canada. J'ai une équipe maintenant multidisciplinaire, donc avec des étudiants qui ont été formés plus en biochimie, des étudiants qui sont formés en mathématiques et en informatique. Et j'essaie de faire en sorte que maintenant tout le monde en fait se comprenne. Donc on a chaque semaine des réunions de laboratoire où on expose nos idées, et c'est comme ça qu'on fabrique une nouvelle génération de chercheurs multidisciplinaires. Donc les étudiants, c'est aussi un engagement que vous avez pris pour les former. Vous étiez il y a 2 jours ici pour encadrer une étudiante à l'université de Blida d'ailleurs. Alors je suis venu dans le cadre de sa soutenance de thèse, donc c'est une collaboration qu'on a eue. Une étudiante, il y a énormément d'étudiants brillants, et cette étudiante est exceptionnellement brillante. Donc elle a fait ses recherches dans l'épidémie H5N1 qui a décimé des poulaillers en Algérie entre 2000 et 2003, et elle a fait en fait une recherche sur la source du virus, comment ce virus est venu en Algérie, avec une équipe très cotée en Algérie, le professeur Chebloun qui est très connu et qui a été invité plusieurs fois, le professeur Kara, Dr Kara, qui est vétérinaire ici en Algérie, et ça a été vraiment un plaisir et un honneur de rejoindre cette équipe et d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous travaillez d'ailleurs avec plusieurs universités, Tlemcen, Oran, Alger. L'université de Tlemcen, c'est elle en fait
qui m'a ouvert les portes de l'Algérie au départ. Donc, par exemple, le professeur Gawar a complètement, donc il fait partie des pionniers de la génétique en Algérie du côté plutôt agriculture et sûreté au niveau de la nourriture. Et donc il était très intéressé en fait à ouvrir la bioinformatique au niveau de l'université de Tlemcen. Ils m'ont accueilli les bras ouverts avec Madame la doyenne qui a été très chaleureuse. Donc j'ai eu en fait la chance de produire des ateliers de travail sur la bioinformatique dans une cohorte une première promotion d'étudiants de 15 étudiants. Et parmi ces étudiants-là, en fait, on en a récupéré un qui était particulièrement brillant et qui nous a rejoint dans une société qui s'appelle Génétical, qu'on a monté à laboratoire, Oran. le premier qui est à Oran. Un premier laboratoire de génétique. Comment vous expliquez cet engagement envers les étudiants, envers l'Algérie d'une manière générale? Alors, on a vu dans le reportage qui était juste avant, la transmission en fait est quelque chose de très important en général. Je fais partie en fait d'une lignée, on m'a transmis et je transmets. Et la recherche ne se fait pas sans les étudiants. Donc c'est une partie intégrante du progrès et du savoir, quel que soit les lieux. Donc sans étudiants, on ne peut pas avancer. Mais en Algérie, c'est assez exceptionnel. Alors, ils sont impressionnants, les étudiants algériens. Ce que j'ai vu, moi, que ce soit ici à Alger ou à Tlemcen. Il y a beaucoup de filles, d'ailleurs. Il y a quasiment que des filles, d'une part. Et non, les garçons, c'est vrai qu'ils sont en minorité. Et ils ont tellement la soif de réussir et de savoir qu'ils payent de leur propre poche les réactifs pour leurs expériences. Donc lorsqu'ils veulent faire quelque chose, s'il y a un blocage, ils vont trouver un moyen, travailler à côté, payer leurs réactifs, leur expérience et faire leur expérience. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ça vous a donné envie de vous lancer dans des projets en Algérie. Vous allez, le mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises, prendre une année sabbatique. Oui. Pour justement se consacrer au projet, à votre projet en Algérie. Comme je viens de le dire, sans étudiants, il n'y a pas de progrès dans la recherche. Et lorsqu'on a accès à des étudiants comme ça exceptionnels, on n'a qu'une seule envie, c'est de travailler avec eux. Et donc c'est une des raisons pour laquelle, oui, j'ai pris une année sabbatique à partir de septembre 2025 pour développer en fait beaucoup plus de projets ici, notamment avec la société Génétical et différents enseignements à Tlemcen et à Alger. Comment vous qualifiez le lien avec l'Algérie et qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture qu'il y a actuellement, qui est palpable depuis quelque temps? Beaucoup de retours, beaucoup de contributions des Algériens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Comment vous l'expliquez? Il y a eu il y a eu un boom en Algérie ces dernières années. On le voit avec le développement, ne serait-ce que des transports en commun. Donc, par exemple, à Mostaganem, j'ai été très surpris de la construction du tramway qui est magnifique et qui connecte toute la ville maintenant. C'est quelque chose qui, en fait, on a envie de contribuer à ça maintenant. Et en tant que membre de la diaspora, il y avait quelques années, il était très difficile pour nous de comprendre comment s'intégrer. Et c'est vrai que maintenant, il y a énormément d'initiatives gouvernementales qui nous facilitent l'accès à l'Algérie via en fait des subventions pour monter des startups, par exemple, et même la population en fait locale, les entreprises locales ont envie de développer, ils savent qu'il y a un savoir à récupérer ailleurs au sein de la diaspora. Et nous, notre but, en fait, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle un transfert de technologie localement. Et, surtout qu'il y a beaucoup à faire dans votre domaine, notamment. Dans mon domaine, il y a tout à faire. Et la raison pour laquelle, en fait, je suis très intéressé à venir ici, d'autre part, c'est que je travaille dans la médecine personnalisée. La médecine personnalisée veut dire qu'on essaie de comprendre comment guérir des maladies sur des génomes spécifiques. On ne traite plus une maladie, on traite un patient. Donc toute la médecine personnalisée qui est faite dans le monde est basée principalement sur des génomes d'origine européenne. Quand j'étais à Singapour, le but en fait du développement de la médecine personnalisée, c'était de comprendre les maladies asiatiques. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, il y avait certains traitements qui marchaient différemment selon si on était d'origine indienne ou d'origine chinoise. Donc le même médicament
pour être optimum, il fallait en fait différents dosages. Donc si on était indien, on avait tel dosage, si on était chinois, on avait tel dosage. Justement parce que la génétique était différente. Il n'y a rien pour l'Algérie pour l'instant et pour même l'ensemble du Maghreb. Il est nécessaire de passer par la bioinformatique en amont pour les industries pharmaceutiques. C'est ça, il est nécessaire en fait de construire ce qu'on appelle le paysage génomique des Algériens pour voir en fait quelles sont nos faiblesses du point de vue génétique, quelles prédispositions notre population a pour pouvoir aller lancer en fait Et puis pour avoir la souveraineté numérique aussi, au-delà de cet aspect scientifique et médical, il est nécessaire aussi pour n'importe quel pays d'avoir une souveraineté numérique dans le domaine en tout cas. La volonté politique y est. Vous avez été reçu avant-hier par le secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Un échange qui vous a apporté beaucoup de choses, je suppose. J'ai été vraiment surpris en fait de l'envie en fait et du fait qu'on nous a ouvert les portes très facilement finalement des plus hautes instances du pays et j'ai été en fait très agréablement reçu et le fait que il y a une sensibilité à ce genre de problème, comme vous l'avez expliqué, de souveraineté numérique, en fait, m'a beaucoup plu et j'aimerais contribuer à ça. Aujourd'hui, la plupart des Algériens, en fait, soit envoient leur échantillon à l'étranger, soit vont à l'étranger pour se faire diagnostiquer. Cette information reste à l'étranger. Donc nous, en tant qu'Algériens, nous n'avons pas en fait de ressources pour ça actuellement. Donc là, dans cette photo, on voit en fait mon équipe canadienne qui est, comme vous le voyez, très diverse et en termes j'ai des gens d'Égypte, des États-Unis, du Nigeria, du Bangladesh, etc. On a une photo aussi, je suppose, avec le secrétaire d'État, si on peut la passer aussi pour juste le souvenir. En tout cas, vous avez beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir et beaucoup j'allais dire, de projets en Algérie. J'espère que tout va pour le mieux et tout ira pour le mieux pour vous. Et je suis sûre que dans le domaine, il y a à faire. La volonté y est et votre volonté aussi y est. Donc, il faut aller de l'avant, je crois, professeur Touati. La volonté y est, et pas que la mienne, mais la volonté du peuple algérien, des étudiants algériens. Et donc, on va construire un courant, une grande vague, et Inch'Allah, les choses vont bien se passer. Vous allez apprendre la langue arabe. Je serai obligé de passer par là. Vous avez déjà appris quelques mots, donc vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, je vous remercie infiniment. Là, on voit la photo avec le secrétaire d'État. Oui, donc c'était un véritable honneur en fait d'avoir été reçu en audience. Et bon, j'espère que ça va être la première pierre à notre édifice et qu'on va construire quelque chose de grand dans le pays. En tout cas, je vous remercie, professeur Touati, infiniment d'avoir accepté notre invitation. Malgré l'emploi du temps très chargé, vous venez d'Oran d'ailleurs, du salon Pharma à Oran, et où vous avez déjà donné des conférences. Vous êtes arrivé à minuit hier et vous êtes là le matin. Vraiment, je vous remercie infiniment de votre engagement et j'espère vous revoir avec un projet la prochaine fois à présenter. Le plaisir est pour moi et je reviendrai la prochaine fois. Professeur. Merci. Merci beaucoup, Filla Bennour. Merci aussi à ton invité, donc professeur Touati. On vous remercie pour tout ce que vous faites. On profite de nos étudiants et surtout pour la propagation du savoir. Vous l'avez si bien dit, le partage du savoir, des connaissances, ça fait partie un peu de vos gènes du moment que nous sommes dans la bioinformatique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. Donc, restons toujours dans le domaine des études. Alors, une plateforme a été lancée afin d'encourager les étudiants étrangers à venir, pourquoi pas, terminer leurs études ici en Algérie. Nous avons eu quelques instants l'une des compétences donc, qui viennent encadrer surtout les étudiants durant tout leur cursus. Je vous laisse voir cette plateforme, donc l'utilisation aussi de cette plateforme, le lancement dans ce reportage, et on se retrouve juste après. Study in Algeria est la toute nouvelle plateforme numérique qui permet aux étudiants étrangers de s'inscrire dans des universités algériennes sans avoir à se déplacer.
Lancée dès aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle vise à garantir un traitement plus fluide, plus rapide et plus transparent des candidatures venues de l'étranger. Study in Algeria est un projet stratégique au service de l'économie nationale, de la diplomatie scientifique, des échanges culturels et de l'attractivité et de la visibilité de l'université algérienne. L'objectif est de faire de l'Algérie un hub régional et continental en matière d'apprentissage, d'innovation. Ainsi, l'université algérienne deviendra plus visible, plus attractive, plus innovante. L'université algérienne, forte de son expertise et de ses efforts constants pour moderniser les programmes et promouvoir la recherche, s'impose parmi les institutions prestigieuses. Des progrès qui renforcent sa position en tant que moteur de développement et d'innovation, faisant de l'Algérie une destination académique de plus en plus attractive. L'Algérie, qui accueille déjà depuis plusieurs années de nombreux étudiants étrangers venus d'Afrique, du monde arabe ou encore d'Asie, espère offrir une vitrine plus accessible à son système universitaire grâce à cette avancée technologique. C'est un honneur et une fierté pour moi d'étudier dans l'université algérienne qui nous a ouvert ses portes et a mis en place un environnement motivant pour ses étudiants. En plus de cela, les autorités nous facilitent davantage les inscriptions grâce à ce nouveau portail numérique qui rend les démarches encore plus accessibles. En tant qu'étudiant étranger, je me sens chez moi en Algérie. L'université algérienne nous permet d'étudier, d'évoluer et de bénéficier de nombreux services facilitant notre quotidien. D'ailleurs, de nombreux cadres du Sahara occidental sont diplômés des universités et instituts supérieurs algériens. Je suis venue de Russie et j'ai choisi l'Algérie pour étudier la théorie et la méthodologie de l'enseignement des langues étrangères. Le pays offre un large éventail de programmes de licence, de master et de doctorat. Et si les procédures d'inscription étaient déjà simples, elles le seront encore davantage grâce à la nouvelle plateforme numérique. Je m'appelle Liu et je suis venu de Chine afin d'étudier la langue arabe à l'université d'Alger 2. Les étudiants étrangers bénéficient de plusieurs aides, notamment d'un soutien financier pour les frais de scolarité, le logement, la restauration et le transport. J'étudie les sciences de l'information et de la communication à l'université d'Alger 3. Les procédures de visa pour venir étudier ici sont très simples, ce qui fait de l'Algérie une destination idéale pour les étudiants internationaux. À travers cette plateforme numérique qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation engagée par le secteur de l'enseignement supérieur, l'Algérie entend renforcer son attractivité académique afin de s'imposer à terme comme un véritable pôle régional de formation, devenant une destination de choix pour les étudiants étrangers désirant suivre des cursus universitaires de graduation et de post-graduation. Et voilà, c'est donc un reportage autour du lancement de la plateforme étudiée en Algérie. C'était un reportage donc de Rina Lerari. Bien sûr, quand on termine nos études, on cherche un emploi, on va aller faire des entretiens. Notre ami Yacine nous a parlé des erreurs à éviter lorsqu'on va aller aux entretiens. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question par rapport au recruteur, lui? Est-ce qu'il a des erreurs à éviter? Yacine, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, très très bien. Alors, finalement, est-ce que le recruteur, lui, il a des erreurs à éviter? Oui, on ne pense pas beaucoup à lui, hein, finalement. Oui, alors on parle souvent des candidats, ne pas être bien habillé pour un entretien, ne pas se préparer, ne pas poser peut-être les bonnes questions à la fin. Mais le recruteur aussi peut commettre des erreurs parfois graves qui peuvent le faire passer à côté d'un excellent profil ou, pire encore, donner une mauvaise image de l'entreprise. Et aujourd'hui, parlons quand même d'un environnement hautement compétitif. Absolument. Hein, si le candidat n'est pas satisfait, il prend son CV et il part. Il peut très bien. Quand il est conscient de ses compétences. De ses compétences. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir justement la liste des erreurs à éviter et comment y remédier. Et comment y remédier. Alors, la première erreur serait? Alors, la première erreur, c'est demander, alors c'est un classique, c'est demander les fiches de paye lors d'un entretien. Alors, le recruteur peut très bien dire, voilà, donc on est, est-ce que je peux voir vos bulletins de salaire? Est-ce que je peux voir vos bulletins de salaire par rapport à, voilà, pour l'entretien? Alors, ça ne rajoute absolument... C'est très gênant. Oui, alors c'est gênant, c'est intrusif, ça met le candidat mal à l'aise.
et aussi ça donne l'impression qu'on veut juste s'aligner sur le minimum, sur le juste minimum. Et aussi, l'une des raisons peut-être pour lesquelles ce candidat est en train de postuler ailleurs, c'est pour améliorer son salaire. Et si on veut peut-être donner le même salaire, ça risque justement aussi de déstabiliser le candidat et aussi de le faire fuir carrément. Après, c'est indiscret, hein. Oui et non. Après, il y a une petite indiscrétion. Oui, voilà, oui et non. Donc, ce qu'on peut faire, parce qu'il y a toujours des remèdes à ça et tout s'apprend. Alors, il faut se concentrer sur l'entretien, poser des questions claires, alors, justement, parler du poste en tant que recruteur. Il faut parler du poste, des contraintes du poste, des challenges du poste, se concentrer sur les compétences du candidat aussi. Et quand on ouvre le débat par rapport aux prétentions salariales, comme on en a parlé l'autre jour, là, on peut très bien expliquer quelles sont les marges de manœuvre. On laisse le candidat parler et on explique en tant que recruteur quelles sont les marges de manœuvre, selon bien sûr ce qu'on peut offrir et selon son budget, etc. et selon sa grille salariale. Voilà. Donc demander les fiches de paye est une erreur. Est une erreur. C'est un classique, hein, c'est une erreur classique. D'accord. Alors, finalement, il y a des recruteurs qui demandent réellement les... Il y a des recruteurs qui demandent des fiches de paye lors de l'entretien. D'accord. Ce n'est pas le genre de recruteur qu'on aimerait rencontrer, en tout cas. Voilà. Alors, par la même occasion, Yacine, nous avons l'impression que le recruteur, il connaît son sujet, il sait ce qu'il veut, il connaît ses besoins. Il n'a pas besoin de se préparer pour l'entretien, c'est beaucoup plus le candidat qui se prépare. Qu'en est-il finalement de cette philosophie ou de ce comportement de la part du recruteur? Erreur aussi. Alors, ne pas préparer l'entretien, c'est aussi une erreur. À l'instar du candidat qui ne prépare pas son entretien, le recruteur devrait aussi préparer son entretien. Ça veut dire quoi pour le recruteur? Il n'a peut-être pas lu le CV, il ne connaît pas très bien le poste, les spécificités du poste, il n'a peut-être pas préparé les bonnes questions, ou peut-être pose des questions trop vagues qui n'apportent absolument rien à la discussion. Alors ce qu'on peut faire aussi ici, c'est de bien lire le CV, de préparer justement des questions en adéquation avec le poste et selon le profil. Et aussi, le recruteur ne connaît pas tout. Il peut très bien, si la structure qui a demandé ce recrutement est une structure un peu technique et le recruteur ne connaît pas peut-être les tenants et les aboutissants du poste, ne connaît peut-être pas les spécificités du poste, le recruteur peut très bien se rapprocher de cette structure et demander des informations complémentaires pour qu'il ne soit pas complètement à côté de la plaque lors de l'entretien. Parce que ça donne aussi, ça fait fuir le ça joue candidat. Un peu sur la crédibilité. Exactement, ça joue sur la crédibilité comme tu le dis, sur l'image de l'entreprise. Et le candidat a l'impression de perdre son temps. Voilà. Donc, ne pas préparer l'entretien, c'est aussi une des erreurs les plus fréquentes. On risque finalement de passer à côté d'une autre compétence. Exactement. On risque de passer à côté. Si le candidat connaît très bien finalement les spécificités du poste. Du poste, tout à fait. Alors, tu disais que lors de l'entretien, ne pas poser les bonnes questions. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions finalement qu'il ne faut pas poser lors d'un entretien de la part d'un recruteur? Oui, il y a des questions qui sont des questions déplacées, peut-être injustes, peut-être discriminatoires, peut-être même illégales. Okay. Alors, il y a souvent des questions très déplacées. Par exemple, l'une des plus répandues serait pour une femme, par exemple. Êtes-vous marié? Êtes-vous marié, une femme ou un homme? Est-ce que vous comptez avoir des enfants? Oui, ce sont des questions qu'on pose partout dans le monde. Hein. Qu'on pose partout dans le monde. Alors, avoir des enfants, être marié, ne pas être marié, être un homme ou être une femme, ne fait pas de vous... Le plus important, ce sont vos compétences. Oui. Voilà, ce n'est pas que vous soyez homme ou femme, c'est que vous soyez compétent ou pas. Après, il y a aussi des postes qui nécessitent aussi, là je reviens toujours aux recruteurs, qui doivent aussi bien, comprendre aussi que ceci n'a absolument rien à voir avec le poste, qu'il faut se focaliser beaucoup plus sur le poste et les exigences du poste. Et aussi, il faut que le recruteur soit formé au code du travail, à la conduite de l'entretien de recrutement et aussi à l'éthique, aux questions qu'on doit poser et aux questions qu'on ne doit pas poser. Autre chose aussi, je le dis quand même, parce que tout commence par l'offre de recrutement, l'annonce de recrutement. Si, par exemple, le poste nécessite une disponibilité après les horaires de travail, que vous soyez un homme ou une femme, si le poste nécessite de travailler pendant le week-end de temps en temps, si le poste nécessite des déplacements en Algérie, à l'international, entre les wilayas, etc., et si à côté vous avez une vie de famille ou une vie personnelle qui vous empêcherait peut-être de bien accomplir ces tâches-là, peut-être que ce poste n'est pas fait pour vous. Donc il faut bien rédiger son offre d'emploi en tant que recruteur pour que le candidat ou la candidate qui a lu ce poste connaît très bien, comprend très bien les exigences de ce poste-là. Et puis Nour, ne perdons pas de vue, quand on est une femme et qu'on a un enfant,
et qu'on travaille, automatiquement, ça va donner suite à 98 jours de congé de maternité. Donc, la femme sera absente de l'entreprise. Et voire plus, peut-être que le congé de maternité peut être prolongé si c'est un accouchement par césarienne. Donc, et peut-être plus après, peut-être qu'elle devra peut-être poser des jours de congé pour prendre en charge un enfant en bas âge et peut-être demander une mise en disponibilité après. Mais l'entreprise, de son côté, a aussi des objectifs à atteindre. Donc, si une femme, par exemple, a une famille et elle doit justement être... en fait, c'est normal, quand on a une famille, son travail, c'est toujours une responsabilité, c'est toujours très important, mais ce n'est plus une priorité. La priorité, forcément, devient la famille et ses enfants. Voilà. Mais finalement, donc ça revient à l'engagement du candidat dès le départ. Exactement, et aussi à la rédaction de l'offre d'emploi. Quand on rédige une offre d'emploi avec toutes les conditions, c'est-à-dire quand je postule, je connais exactement toutes les conditions de ce poste. Idem pour la fameuse question, est-ce que vous habitez loin? C'est aussi une question qui peut être perçue comme question déplacée. Mais aussi pour une entreprise qui a un problème d'absentéisme ou un problème de retard, on peut éviter ça en rédigeant une offre d'emploi dans laquelle on dit tout simplement que le candidat qu'on recherche devrait habiter à 50 km dans le périmètre. Voilà, 50 km pour que la personne puisse arriver à l'heure. Voilà, donc c'est vrai que là, j'ai envie de dire, il y a deux étapes, parce que nous avons vu avec toi aussi la rédaction du contrat et les clauses du contrat. Donc c'est vrai que parfois, lorsque l'offre de l'emploi est très bien rédigée, il y a quelques candidats qui ont besoin de ce poste. Donc ils se disent, bon allez, c'est pas grave, je m'engage. Et par la suite, on voit que probablement il y a des choses qu'on ne peut pas y répondre. Il y a aussi le contrat qui va encore une fois réorienter le candidat. Absolument. Voilà. Absolument. Très bien. Donc, il y a aussi lorsque le recruteur reçoit le candidat, nous avons des recruteurs qui discutent bien. Oui, qui parlent bien. Sociable, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais à un moment donné, on est tellement sociable, on a tellement envie de mettre le candidat à l'aise probablement, on ne va pas beaucoup écouter le candidat. Exactement. Alors parler justement, interroger sans laisser le candidat justement qui devrait être mis au centre de cet entretien-là. Parler. Alors un recruteur qui parle tout le temps, qui interrompt, qui coupe la parole, sans laisser le candidat développer ses idées. Alors une fois, ça c'est une anecdote personnelle, j'étais en plein entretien de recrutement. Alors le recruteur, j'ai essayé d'expliquer au recruteur ou de mettre l'accent sur un plan de formation triennale que j'avais mis en place et dont j'étais très fier. Alors sa réponse était « bon après, on verra ça, bon c'est ok, on verra ça après ». Alors forcément on ne se sent pas écouté. Et ce que le recruteur devrait faire ici, c'est d'écouter activement, d'apprendre justement cette écoute active, parce que la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend, effectivement. Et aussi, savoir aussi comprendre que l'entretien est un échange, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un interrogatoire. Donc, l'équation, c'est 60% candidat, 40% recruteur, voire moins, 70-30. Voilà. Et quand c'est plus, c'est qu'il y a forcément... Il y a un déséquilibre, quelque part. Il faut se remettre en question. Et absolument. Il faut se remettre en question, effectivement. Alors, aussi, lors de l'entretien, c'est vrai que parfois, nous avons des candidats qui sont très intéressants, qui répondent un peu à nos besoins, à nos objectifs. Mais nous, autant que recruteurs, on peut savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément assurer. Donc, qu'en est-il finalement des promesses qu'on peut formuler aux candidats? Oui, alors il y a des promesses qu'on appellerait des promesses floues. Alors comme par exemple, oui, pour le salaire, il peut y avoir peut-être une opportunité de vous augmenter dans 3 mois, sans être sûr. Ah oui, voilà. Oui, pour la formation, on verra après. Oui, vous pourrez peut-être bénéficier d'une formation. Ah, un véhicule de fonction, je vais voir avec le service des moyens généraux. Je vais voir, peut-être que vous en aurez un. Alors ici, bien sûr, alors le candidat ici, ce qu'il entend, c'est que... Oui. Ce qu'il entend, c'est oui. Donc, on a parlé lundi dernier avec Amel du fameux contrat psychologique. Oui. Ce sont les attentes justement implicites que l'entreprise a envers le candidat et vice-versa, ce que le candidat a envers l'entreprise. Donc, il faut faire en sorte à ne pas promettre les choses qu'on ne peut pas honorer et à ne pas assurer.
Donc forcément, il faut dire des choses. Il faut pas tenir des paroles. Il faut pas dire des paroles en l'air qu'on ne peut pas retenir. Voilà. Alors il y a autre chose aussi, Yacine, c'est le candidat lorsqu'il va faire son entretien, on lui dit toujours on va vous rappeler, on va revenir vers vous, et que le candidat il est là à attendre. Nous en avons parlé d'ailleurs. Nous en avons parlé. Le fameux on vous rappellera. Voilà, le fameux on vous rappellera. Et donc le candidat est là à se dire bon, est-ce que je dois envoyer un email, est-ce que je dois relancer, est-ce que ça met un petit peu, le candidat très mal à l'aise. Exactement, donc, ça peut créer même des frustrations. Voilà, est-ce que là le recruteur devrait quand même rappeler le candidat si jamais il lui promet de le rappeler? Alors tout simplement, pour répondre à ta question, ne pas faire de retour après l'entretien, c'est aussi une erreur. Hein. C'est une erreur. Alors le candidat est venu, il s'est déplacé, on ne lui réserve pas de retour. Même si la réponse est négative, il faut réserver un retour au candidat. Donc c'est une question de respect et ça donne aussi une bonne image de l'entreprise. Oui. C'est une question de respect quand on répond. Oui. Et parfois, ce n'est pas de la faute du recruteur. Oui. Comme je l'ai dit la dernière fois, le recruteur a peut-être fait son travail, mais qu'il a besoin de la validation du premier responsable quant aux candidatures sélectionnées. Peut-être que le poste a été gelé pour X raisons et qu'on n'a pas forcément envie de le dire pour ne pas donner une mauvaise image, mais il faut tout de même essayer de dire, de réserver un retour même s'il est négatif. Voilà. Alors lors de l'entretien aussi, Yacine, il y a certains recruteurs qui se focalisent beaucoup sur les diplômes. Donc même c'est vrai que les diplômes sont quand même... Les diplômes sont très importants. Et ça montre quand même le parcours du candidat. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que le diplôme, il y a les compétences aussi. Il y a les compétences. Alors trop se focaliser sur les diplômes, c'est aussi une erreur fréquente que commettent les recruteurs. Ne voir que le diplôme, ne pas considérer les compétences, l'expérience ou la motivation. Alors on connaît tous cette entreprise qui est passée à côté d'un excellent profil, qui a 15 ans par exemple d'expérience dans la gestion des équipes, parce que ce profil n'a pas le master peut-être sur papier et qui a été recalé, et on a recruté quelqu'un qui a le diplôme qu'il faut, mais qui n'a pas tenu 3 mois. Donc on connaît tous une entreprise qui a commis une erreur pareille. Donc bien sûr, il faut essayer d'ouvrir les critères. Je ne suis pas en train de dire que le diplôme n'est pas important. Il est certes très très important, mais évaluer aussi en parallèle le savoir-faire, le savoir-être et la motivation, parce qu'un diplôme n'est pas toujours un gage de réussite. N'est pas toujours un gage de réussite. Alors, Yacine, on n'a pas beaucoup de temps, donc il y a encore plein de points, plein d'erreurs. Oui, il y a plein de points. On va peut-être terminer sur l'un des points qui est vraiment, j'ai envie de dire, le point redouté chez les candidats, c'est ce fameux test psychologique que certains recruteurs trouvent du plaisir à faire, on a comme l'impression que c'est une torture psychologique que le candidat vit à ce moment-là. Alors oui, bien sûr, transformer l'entretien en un test de résistance psychologique, permet-moi de dire que ceci est parfaitement insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors certains recruteurs pensent qu'un bon moyen d'évaluer un candidat, c'est de le mettre en difficulté, c'est de le déstabiliser volontairement. Alors ce sont bien sûr les fameuses questions, vous avez 3 minutes pour me convaincre. Je peux essayer? Vas-y. Ou bien, alors il y a une autre qui me fait sourire à chaque fois. Si vous deviez partir sur une île déserte, quels sont les 3 objets que vous prendriez avec vous? Les questions rhétoriques qui ne Pourquoi j'irais sur une île déserte? Pourquoi? Qu'est-ce que j'irais faire sur une île déserte? Donc bien sûr, ou bien aussi, blague à part, garder le silence après une question ou après une réponse d'un candidat, pour voir comment il va réagir. Ça, c'est aussi c'est très déstabilisant. C'est très, très déstabilisant. Alors, pourquoi c'est une erreur? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec le poste. Ça ne permet pas d'évaluer les vraies compétences. On n'est pas dans un cours de théâtre. On est dans un entretien de recrutement. Et aussi, on ne retient pas forcément... Les gens fuient. Les gens fuient ce genre de... Seuls les plus téméraires peuvent rester, pas forcément les plus compétents. Voilà. Donc ici, il faut créer un cadre d'entretien respectueux, où il y a un échange, justement propice à l'échange. Et surtout, on peut poser des questions exigeantes, parce qu'on peut aussi titiller le candidat pendant l'entretien de recrutement. On peut poser des questions exigeantes sans être manipulateur ou agressif. Effectivement. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres erreurs. On peut y revenir une prochaine fois. Exactement, une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, Je t'en prie. Yacine, déjà de nous mettre au courant de ce qui se passe dans les coulisses. Dans les coulisses, exactement. Voilà, merci beaucoup. Yacine, et on continue. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux jeux de société. Et c'est notre ami Farhat Mouzaoui qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après.
Aujourd'hui, l'association d'Eran nous accueille dans Qsar al-Mihan pour nous faire découvrir un peu les traditions, jeux et arts culinaires des Touaregs. Madame Ilyes Zohra va nous parler un peu des objectifs de son association. البيت تاع الجمعيه مقسم على زوج حوايج. الحاجه الاولى كما قلت لك الحفاظ على التراث المحلي تاع المنطقه. الحاجه الثانيه مساعده المراه الماكثه بالبيت باش يكون عندها دور في المجتمع. نقول لك تعزيز الدور تاع المراه الماكثه في البيت باش تنفع روحها وتنفع المجتمع وتنفع التراث هذاك باش ما ينقرضش. لي جي تراديسيونيل تاعنا هذوك لي جي تاع البنات اللي كانوا يلعبوهم شويه ثاني كانت اللبسه نتاعهم قويه شويه، يعني كان لبسه اقل خفه من هاد اللي لابسين. ما نهضرش على العرايس، نهضر على البنات اللي كانوا يلعبوا في لي جي هذوك. لي جي تراديسيونيل تاعنا كاين تيدار، كاين تيداس، كاين دارا، كاين تيكوا، يسيغن، كاين بزاف حوايج. هذوك نقولوا كيما هذا الوقت لو كان رجعوا سي حاجه مليحه ترومبلاسي للبورطابل هذا، او ولاد صغار يكونيكتيو يخدموا بالبورطابل. لو كان رجعت سي مانيفيك لو كان يرجعوا. On découvre comment les petits-enfants se divertissent, des jeux basés sur des calculs et des stratégies. Pour désigner le gagneur, c'est un peu difficile de comprendre les règles quand on n'a pas l'habitude. التروات هذيك كاين واحد العقده يديروها بالبوكاسي وبالجلبانه ناشفه يرحيوها تولي كون فارينه، وكاينه معاها يديروا الشعير ثاني كيما الفارينه ثاني يرحيوه يديروا به العقده هذيك ويديروا لها لاصوص تاعها بالقمح بالشعير. كان لاصوص تاع واسمو لاصوص تاعها هذيك. وكاين الفتات ثاني يديروا لاصوص تاعو بالعدس. وهو الفتات شخشوخه نقولوا كيما الشخشوخه ورق هكا ورق يطيبوه على الحجره. سينو ثاني خساره كون دوماج كون وريت لكم كيفاش يطيبوا هذاك يطيبوه في الحجره من بعد يديروا لاصوص تاعو بالعدس. Les plats traditionnels, souvent faits à partir de produits cueillis dans leur jardin, à base de blé, de pois chiches, un peu d'épices, le tout préparé avec soin pour célébrer un événement, mariage ou autre. لاتيني تراديسيونيل بو عندنا فيها بزاف حوايج، ماشي نقولوا تجي تلبس حاجه واحده هذه تراديسيونيل. كاين بزاف حوايج في لاتيني تراديسيونيل. عندنا اخباين كاين زوج طاري ومخمودي. طاري الكحل هذا ومخمودي الابيض هذا. هادو زوج تلبسهم العروس مع الاول، من بعد فوق منهم دير تاع بالركامت هذه. وطبعا يديروا لها خدمه سبيسيال يعقدوها يمسكوها منا. كاين اللي تعرف دير هكذا. وكان المشاط. Et voilà, donc comme chaque samedi, notre amie Amina Zeri nous rejoint, toujours aussi bien accompagnée. Amina, bonjour. يعيشك bonjour, مرحبا, كل عام وانت بخير. صحة عيدك, ما شفناكش. Bonne reprise. Merci beaucoup. Tu as passé des moments agréables, tu t'es bien reposée. باينة زينتي, الله يبارك عليك. عشتي كي تدي الكونجي. واللي مزيانة, الله يبارك. On se repose pour mieux, on dit on fait un repos pour mieux sauter. Exactement, donc bonne reprise. Je dis bonjour à tous nos amis
famille en Algérie et à l'étranger. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui des artistes. Donc, on fera un petit saut au sud algérien à travers notre dépaysement aujourd'hui. Hein. Oui, à travers un invité qui a fait partie du groupe Tikou Bawin, donc ce groupe Targui qui a sillonné le monde pour faire connaître notre patrimoine culturel, notamment Targui. Il est venu seul ce matin, accompagné de cette belle guitare exceptionnelle, elle est spéciale. Donc, il a choisi une carrière en solo. Voilà, donc il donne rendez-vous à son public, à ses fans et aux amoureux de cette musique à travers un gala organisé par l'établissement Art et Culture le 2 mai prochain. مرحبا بك حسين تيكلت واش رايك؟ صافا الحمد لله بالزي الجزائري الاصيل تاعنا اللي يمثل الصحراء تاعنا اللي هي من اجمل الصحارى في العالم. صافا تري بيان الحمد لله. Donc tu as choisi une excusez-moi de vous tutoyer. Donc il a choisi une carrière en solo. هكذا خيرت مسار فني وحدك. اكيد بما اني خيرت المسار تاعي وحدي لاختلاف الاهداف بما يصراو في كاع المجالات. داكور. يعني خيرت اسم تيكلت كخطوه. تيكلت بالترقيه حب يقول خطوه. داكور. كل انسان في حياته لازم يتخذ خطوه للامام باش وهذه خطوه تاعك جديده ان شاء الله باش نشوفوا فيها بزاف ان شاء الله مفاجآت نعيشوها ان شاء الله يا ربي. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Nour El Houda, notre amie Amira Ben Slama, qui est artiste peintre, organisatrice des événements culturels et artistiques aussi. Elle fait partie elle est membre de l'association Shabab Afaq et Mawahib. Donc Amira aussi, elle a été derrière un grand événement organisé récemment par l'association le pain traditionnel. Sur le pain traditionnel, c'est un événement qui a eu énormément de succès. Elle est là pour parler d'un événement aussi très important à l'occasion du 16 avril, la journée du savoir. National du savoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et j'ai l'honneur aussi de recevoir le manager de notre artiste Hossein, Nabila, son épouse aussi, qui le soutient, alors, qui est là. N'est-ce pas? Elle est là. La preuve est là. Salut Nabila, bienvenue. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur l'origine de cette musique qui est اسمها أسوف. voilà. أسوف ستيل أسوف المستوحاة من روح الطبيعة نتاع الصحراء. يعني الإنسان الصحراوي يعيش في مناخ ويعيش في جو خاص. يعني ستيل تيندي هذا جاء من روح الطبيعة. التيندي هو إيقاع تعزف عليه النساء وترقص عليه الجمال. هو اللي يسموه تيندي، الاسم تيندي. من هذه تيندي تطورت إلى آلات عصرية اللي رانا احنا اليوم نعملوا عليها وكاع العالم راه يشوف فيها. داكور. دونك الآلة راهي حاضرة، لا جيتار إلكتريك تاعك. وانا ونور الهدى وكامل اللي عم يشوفوا فينا حابين نسمعوك ونتجولوا في الصحراء تاعنا الشابة. أكيد. داكور. غجر مزواننا الليلة غين الزجام كي رضعتين هيري نكتارني نادي المام كي رضعتين هيري نكتارني نادي المام لي غجر مزواننا الليلة غين الزجام كي رضعتين هيري نكتارني نادي المام كي رضعتين هيري نكتارني نادي المام ترها تهشكي تنشار اللي تنهي
سريدي وانا تتدي ما رديك التيلين ريدي وانا تتدي ما رديك التيلين اللي عجر مزوانا الليلة وين الزجام كيا رضاتين هرين كتارني نادي الماء كيا رضاتين هرين كتارني نادي الماء. يعطيك الصحة magnifique bravo. أعطينا فكرة on peut avoir une idée sur l'histoire de cette chanson ولا le sujet. مزوان سي الخيال تحكي عن الخيال وروح الطبيعة يعني اللي غدير مزوانا اللي لغينا زجام عايش في الخيال وعايش مع ذوك الأمواج نتاع الأحلام ونشوف ونتأمل في الطبيعة يعني. Génial. Génial. Et ça, Nour Houda, ces sons, les sons qu'on vient d'écouter, moi personnellement, ça me fait rappeler une grande figure emblématique qu'on a perdue, c'est Othman Bali. عثمان بالي كي سمعت هذه الانغام تفكرت الفنان تاعنا عثمان بالي. عثمان بالي الله يرحمه. Qui a aussi marqué l'histoire de la chanson au sud algérien. Il a été même ambassadeur de la chanson du sud. Exactement, exactement. Et bien sûr, on ne peut pas parler du sud sans parler de cette tenue traditionnelle. هذا الزي التقليدي تاعنا شباب. واش من المنطقة يمثلها؟ هذا يمثل الصحراء. الصحراء ماشي اضرار ماشي الصحراء بصفه عامه من اضرار التمارس الجنوب يعني الكبير. داكا الواحد كيفاش يتفنن كيفاش يلبسوا. Très bien. هو نفس Très bien. المهم احنا on a une grande richesse. اكيد. ونحافظوا عليها. نور الهدى. Donc Amira Ben Slama n'est pas venue seule, elle a ramené ce beau tableau. Voilà, Iqra, réalisé par tes élèves. Par mes élèves. Voilà, donc ils ont appris de nouvelles techniques. C'est les élèves de 3e année primaire. Voilà. Ah, c'est des enfants. Oui, c'est des enfants. Oui, voilà, donc ils ont appris de nouvelles techniques de peinture, plus ils ont fait un cours de calligraphie ou le zakhrafa al-khatiyya, voilà. D'accord. Voilà, c'est à l'occasion du 16 avril, donc déjà l'événement Tana, c'est Iqra. Donc on peut avoir une idée sur l'événement, sur le programme. Voilà, donc on part du 16 avril, donc c'est la journée nationale du savoir, Inch'Allah. Donc comment célébrer cette journée autant qu'artiste. Donc j'ai choisi un concours de dessin. Voilà, pour les enfants. Donc il y aura des inscriptions et tout. Il y a déjà des inscriptions. Ce sera au Bastion 23, Palais des Raïs, Qasriyas al-Bahr. Donc il y aura aussi un concours d'écriture ou de lecture, Iqra, c'est-à-dire c'est donner l'occasion aux enfants d'écrire et de lire. Parce qu'il y a des enfants comment dirais-je, ils kitbou, mais genre mais ils s'expriment pas, voilà, ils s'expriment pas aux autres et tout. Donc voilà, c'est l'occasion de leur donner une chance. Voilà, il y aura aussi une animation à l'occasion du 16 avril. C'est autant que prof et éducatrice, c'est-à-dire sensibiliser les enfants, voilà, leur donner une idée là, le 16 avril, là aussi à l'Allama et l'Allama Abdelhamid Ibn Badis et tout ça. Très bien. Donc ça sera où? Ce sera au Bastion 23, Palais des Raïs, Qasriyas al-Bahr. Donc on invite les enfants et les parents aussi à assister à cet événement. Bien sûr, les enfants, les parents, les adultes, ça sera pour tout le monde, voilà, pour voir les enfants, voilà, pour participer avec eux. C'est-à-dire, Machir, Idou, Hadouam Bark. Inch'Allah, ya Rabbi. C'est le mardi, Inch'Allah, à 13h. Très bien. Donc bon courage. Inch'Allah, merci. Ils n'ont pas de raison, hein, ils n'ont pas quoi le mardi. Exactement, j'ai choisi le mardi. Et puis l'endroit, il est aussi génial, voilà. Bastion 23. Finalement, c'est d'une pierre deux coups, hein, donc célébrer le 16 avril, mais aussi faire la promotion du patrimoine. Oui, exactement. Oui, c'est un endroit à découvrir. Exactement. Donc, bon courage. Merci. Et aussi, notre artiste, Hossein, il donne rendez-vous à son public. Le Douhkina, le Hafl Kbir, ce grand spectacle que vous allez animer le 2 mai. Bon, نتمنى إن شاء الله الحفل اللي يكون حفل شيق مع الجمهور اللي عندنا بزاف
ما يعني عندنا بزاف ما ما تلاقيتوش ما تلاقيناش. وحدك موالف تلاقى معاهم مع فرقة موالف تيكو نتلاقى باوين؟ مع تيكو باوين اللي نحييهم. تكون وحدك افيك فوتر اوركستر اوسي؟ ان شاء الله راح نكون بتيكلت، ونتمنى ان شاء الله ان يكون تفاعل مع الجمهور كيما موالفين ولا اكثر. حنا نتمنى يكون اكثر ان شاء الله، باسكو راح نقدموا يعني باقه من الاغاني اللي كاين اللي يعرفوها وكاين جديد اللي مازال ما سمعوش. Surtout, moi je pense que les jeunes vont être présents en force. Cette musique qui a connu aussi, c'est-à-dire les jeunes ont adoré, ont adopté cette musique. Donc نظن الشباب راح يكونوا حاضرين معك بقوة. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter autre chose, un petit morceau. Peut-être qu'on va terminer avec. On va terminer avec. Peut-être qu'on va terminer avec. Je voulais juste donner une petite information. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as dégusté un bon couscous? Hier. Hier. كنت عارفة. Hier. ما حاش تقولي لي العام اللي Non, mais فات. c'est vrai que c'était hier. Hein. Oui. C'est vrai que c'est pas chaque vendredi qu'on fait le couscous, Oui. mais hier, ma mère, elle a fait un très très bon couscous, effectivement, sauce rouge. صحتكم صحتكم خلي لك رميمة إن شاء الله. Donc moi je l'ai dégusté, je l'ai mangé hier durant la première édition du festival du couscous algérien, patrimoine culinaire. Ça s'est passé à l'hôtel Horaci. Donc l'objectif de cet événement consiste à mettre en valeur le patrimoine culinaire et culturel national. J'aurai Inch'Allah lundi prochain l'un des organisateurs de cet événement, Monsieur Houssine Khalifa. C'était génial. C'est un événement qui a regroupé tout le monde, des personnalités politiques, culturelles. الشعب البسيط جا من les quartiers populaires. Donc on s'est réunis tous à travers un plat emblématique, ancestral, majestueux qui est le couscous algérien. On a cette chance d'avoir. C'est un pays donc pas 5 un continents. couscous, mais des couscous. Des couscous, Voilà. des milliers de couscous. Tu l'as bien dit. Effectivement. Voilà. Ah, merci beaucoup. Donc on te retrouve lundi, Inch'Allah. Amina, pour Un revenir spécial, justement sur festival, cet du événement. couscous. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amina. Inch'Allah. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc on termine avec vous, n'est-ce pas, avec une belle chanson que vous allez nous proposer, Inch'Allah. نخلوا لك الاختيار ما حضرنا نخلوا لك الاختيار وتسمح لنا كامل ماشي غير مختطف كما درت لنا من قبيله خليتنا على الريق كما نقولوا فوالا دونك يعطيكم الصحه ميرسي d'avoir été parmi nous Amina. Donc on se retrouve lundi Inch'Allah pour revenir sur le premier festival donc merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais heureuse de te retrouver. Le plaisir est partagé Amina. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez mon ami Amel Almi dès demain Inch'Allah à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir. تفضل خلوا لك الاختيار. كمي دسكم نكسى اللقم تاني بغرات جرماوة كمي دسكم نكسى اللقم تاني بغرات جرماوة سلا ترها إيه تسم ورن كمي دنارها تنار كمي دسكم نكسى اللاقم تني مغرات جرماون كمي دسكم نكسى اللاقم تاني مغارات جرماون. ميرسي. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شوية على بالي ماشي كاع بصح شوية. Exactement. On a été